Donc, on va aborder la programmation en langage C. Le langage C fait partie des langages de programmation compilés. Ça veut dire, donc, si vous écrivez un programme dans ce langage, donc il y aura une étape de compilation par laquelle le programme va passer pour pouvoir être exécuté par la machine. C'est ce que j'ai illustré avec cette figure. Donc, pour tout problème qui a une solution, cette solution peut être décomposée sous la forme d'un algorithme. Maintenant, cet algorithme peut être transformé en programme. Donc l'écriture d'un algorithme sous forme de programme, c'est ce qu'on appelle la programmation. Si le langage utilisé est un langage compilé comme le langage C, donc pour l'exécution du programme, il y aura une compilation. Maintenant, pour écrire un programme en langage C, donc, vous devez disposer d'un outil qui vous permette de taper le programme, parce que les instructions, vous devez les taper dans un fichier. Ensuite, l'outil aussi doit vous permettre de lancer la compilation et lancer l'exécution. Donc, de tels outils existent et on les appelle des environnements de développement intégré. Parce que le développement, c'est la programmation. Comme environnement de développement intégré, il y a l'outil appelé CodeBlocks, mais il en existe d'autres comme Eclipse. Eclipse, c'est un outil multilingue. On peut l'utiliser pour programmer en Java, on peut l'utiliser pour programmer aussi en C ou C++. Il y a Visual Studio de Microsoft qu'on peut utiliser aussi pour programmer plusieurs types d'applications, comme des applications mobiles, des applications desktop, des applications web. Mais nous, on va commencer par un outil très simple, c'est CodeBlocks. Donc, qui permet de faire des programmes en C et C++. Donc, comme je dis, un programme, on l'écrit dans un fichier. Un fichier doit avoir un nom. Les documents que vous créez avec Word, vous leur donnez des noms. Ici aussi, quand on fait un programme en C, le programme a un nom, c'est le nom du fichier dans lequel vous l'avez tapé. Maintenant, les fichiers, en plus du nom, ont ce qu'on appelle une extension. Donc, l'extension d'un fichier dépend de son type, c'est-à-dire de l'application avec laquelle on le crée. Un fichier Word a comme extension .doc ou .docx. J'espère que vous avez remarqué ça, .doc ou .docx. En général, quand vous créez un document Word, quand vous enregistrez, vous donnez seulement le nom, c'est Microsoft Word qui ajoute l'extension. Quand on va programmer avec CodeBlocks aussi, il vous suffira seulement de donner le nom et CodeBlocks va ajouter l'extension. Pour un programme en C, l'extension c'est .c. Donc, je vous ai parlé de l'extension d'un document Word, c'est .doc ou .docx, n'est-ce pas? Pour un fichier, un programme que vous tapez, que vous faites en langage C, donc vous devez l'enregistrer dans un fichier dont vous choisissez le nom et l'extension sera .c, mais vous pouvez mettre aussi .cpp. Si vous mettez .cpp, ça veut dire que vous considérez que c'est un programme en C++. CPP, c'est l'extension des programmes en C++. Mais, je vous signale que le langage C++ est un langage, comme son nom l'indique, qui s'appuie sur le langage C pour ajouter des fonctionnalités plus élevées, plus évoluées. Donc, je peux dire que donc, le langage C++ inclut aussi le langage C. C'est pourquoi quand vous faites un programme en C, vous pouvez mettre comme extension .cpp. Les programmes qu'on va faire, on va leur donner l'extension .c ou .cpp. Mais comme je dis, quand vous utilisez CodeBlocks, il vous suffira seulement de donner le nom. C'est CodeBlocks qui va ajouter l'extension. Maintenant, dans le fichier, dans un programme, il y a une partie obligatoire qu'il faut mettre. Cette partie obligatoire, c'est ce qu'on appelle le programme principal. Donc, un programme en langage C contient une partie qui s'appelle programme principal.
comme je l'ai représenté ici. C'est cette partie-là qu'on appelle aussi la fonction main. Vous voyez le mot main qui est là. Donc c'est un mot-clé qu'il faut utiliser pour définir cette partie-là qui s'appelle la fonction main ou bien programme principal. Donc c'est une fonction qu'on va définir dans le programme. Donc tout programme en C ou C++ doit contenir au moins une fonction qui s'appelle main. Maintenant, une fonction, c'est quoi? C'est un regroupement d'un ensemble d'instructions. Si vous voyez dans la fonction main, on met les instructions qui composent notre algorithme, c'est-à-dire notre programme. Parce que je vous ai dit que dans un algorithme, on met un ensemble d'instructions qui représentent les étapes à exécuter. Donc, si c'est transformé en programme, donc vous avez les mêmes instructions, mais dans le langage de programmation que vous aurez choisi. Donc, on met les instructions les unes à la suite des autres. Ce qui fait que l'ordinateur, à l'exécution, il va exécuter ce qui est là. Le compilateur va traduire les instructions et l'ordinateur les exécute. Donc, ce qu'il exécute, ce sont les instructions qui sont regroupées dans la fonction main. Donc, une fonction regroupe un ensemble d'instructions. Dans un programme en langage C ou C++, il y a une fonction qu'on doit mettre obligatoirement qui s'appelle main. Il vous est possible de créer, d'ajouter de nouvelles fonctions. Dans ce cas, vous mettez leur définition ici. On verra dans les prochains cours comment définir de nouvelles fonctions. Mais il faut définir au moins une première fonction qui s'appelle main. Vous pouvez définir vous-même d'autres fonctions qui n'ont pas été prévues par ceux qui ont fait le langage C. Parce qu'ils ne pouvaient pas tout prévoir. Ils ont prévu un ensemble de fonctions utilitaires qui viennent avec le langage que vous pouvez utiliser en incluant dans votre programme leur définition. Dans ce cas, vous utilisez ce qu'on appelle une directive de compilation. Donc, dans un programme, vous pouvez mettre des directives de compilation, comme la directive qui permet d'inclure dans votre programme les définitions de fonctions qui viennent avec le langage. Ces fonctions ont été regroupées dans ce qu'on appelle des librairies standards. Donc, une librairie standard, c'est un fichier qui vient avec le langage C, qui contient des définitions de fonctions. Donc, ce fichier a un nom et une extension. En général, l'extension c'est .h. Pour utiliser les fonctions qui sont définies dans cette librairie, il faut l'inclure, il faut inclure cette librairie. Dans ce cas, c'est la directive JSInclude, comme on le verra dans l'exemple. Donc, la directive de compilation la plus utilisée, c'est la directive JSInclude qui permet d'ajouter dans notre programme le contenu de librairies qui contiennent des fonctions qu'on va utiliser dans notre programme. Vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi la déclaration de constante ici et la déclaration de variable ici. Donc les constantes et les variables sont des récipients qui permettent de garder les données qu'on va manipuler dans le programme ou bien dans l'algorithme. Donc les variables et constantes correspondent à des espaces de la mémoire vive qu'on appelle la mémoire RAM. Parce que les données manipulées dans un programme sont stockées dans la RAM le temps de leur manipulation, mais dans des endroits qu'on appelle des variables et des constantes. Donc on verra comment on va les déclarer. Le langage C aussi vient avec un certain nombre de types de base, parce que le type, ça fait référence au type de données, au type d'information. Les informations manipulées dans un algorithme ou un programme sont de plusieurs natures. Maintenant, le type donc, permet de caractériser la nature de l'information. L'information peut être, par exemple, de type numérique, c'est-à-dire un nombre.
L'âge d'une personne, c'est un nombre. Le poids d'une personne, l'année de naissance, le salaire. Ça, ce sont des nombres, ce sont des informations qu'on peut manipuler dans un programme. Donc, on peut dire que donc, ce sont des types. Les exemples que j'ai donnés correspondent à des informations de type numérique qui peuvent être des nombres, des entiers ou des réels. On peut manipuler aussi des informations de type textuel, comme le nom d'une personne ou bien le prénom. Ça, ce sont des informations, mais qui ne sont pas des nombres, qui sont du texte. Ce qu'on appelle des chaînes de caractères en langage C, en programmation. Donc, ça, ce sont des types de bases qui existent, mais le programmeur peut définir lui-même de nouveaux types de données. Parce que le type, ça permet de caractériser une catégorie d'informations. Donc, on peut définir de nouveaux types de données, comme les enregistrements qui permettent de regrouper, qui sont des blocs qui regroupent, qui sont donc des blocs qui représentent des informations contenant plusieurs composantes. On verra ça. Mais je vous ai donné la suite, je vous ai donné ici la forme générale qu'il faut adopter quand on veut écrire un programme en langage C. Donc, il y a cette partie-là qui est obligatoire. Maintenant, selon vos objectifs, vous pouvez utiliser des directives de compilation, par exemple la directive include pour inclure le contenu d'une librairie. Vous pouvez déclarer des constantes si vous avez besoin de récipients pour stocker des données qui ne vont pas être modifiées, c'est quoi on parle de constantes. Vous pouvez définir de nouveaux types de données, définir des fonctions, c'est-à-dire regrouper des instructions pour faire un travail donné sous forme de fonctions. Voici la forme générale d'un programme en langage C. Donc, je vous donne un exemple. Maintenant, dans un programme, on peut mettre des commentaires. Un commentaire ne fait pas partie du programme, mais permet d'expliquer le contenu du programme. Donc, l'ordinateur ne s'intéresse pas aux commentaires. Donc, le commentaire, c'est plutôt destiné à vous-même qui faites le programme pour vous rappeler des choix que vous avez fait, pourquoi vous avez fait telle ou telle chose. Vous pouvez mettre des commentaires. Ou bien une autre personne qui veut comprendre votre programme, si elle y trouve des commentaires, donc ça pourra lui faciliter grandement la tâche. Donc pour faire des commentaires, vous avez deux possibilités. Tout ce qui est après les deux slash jusqu'à la fin de la ligne est un commentaire. Si vous voulez faire un commentaire très long, qui s'étend sur plusieurs lignes, dans ce cas, vous pouvez l'encadrer de ces groupes de symboles. Slash étoile et étoile slash. Tout ce qui est entre ces deux groupes-là est un commentaire. Donc, je vous donne un premier exemple de programme en langage C. Un programme qui affiche bonjour à l'écran. Donc, à l'exécution, l'ordinateur va afficher bonjour. Pour cela, vous faites ce programme. Donc, en première ligne, j'ai ce qu'on appelle la directive de compilation. J's include. Ici, j'ai mis le nom d'un fichier. Le fichier, c'est le fichier stdio.h. C'est un fichier qui vient avec le langage C. Le langage C vient avec un ensemble de librairies standards. Une librairie contient des définitions de fonctions qui sont des regroupements d'instructions permettant de faire une tâche donnée. Il existe plusieurs librairies en langage C, comme la librairie stdio.h, qui contient des fonctions d'entrée-sortie, ou bien de lecture et d'écriture. Donc l'écriture, c'est l'affichage à l'écran, ou bien l'écriture dans un fichier. Un programme peut afficher des informations à l'écran. Pour cela, donc, il faut lui donner des instructions d'affichage. Les instructions d'affichage en C sont sous forme de fonctions qui existent déjà, il suffit de les utiliser. Pour les utiliser, il faut inclure la définition, ou bien les définitions de ces fonctions-là. Maintenant, ces définitions se trouvent dans la librairie stdio.h. Si je fais j's include stdio.h, tout le contenu de cette librairie, de ce fichier, sera ajouté à mon programme
au début de la compilation. Donc dans ce contenu se trouve le fichier, la fonction printf. Parce que à l'intérieur, dans les instructions de la fonction même, je veux utiliser l'instruction printf. Mais printf est défini dans studio.h. C'est pourquoi j'inclus la librairie studio.h pour pouvoir utiliser printf. Si vous voulez utiliser une fonction qui n'a pas été définie, dans ce cas, c'est à vous de donner sa définition. Et pour printf, nous ne donnons pas sa définition, mais nous l'ajoutons dans notre programme parce que ça se trouve dans studio.h. Ce qui fait que je peux utiliser la fonction printf, je lui donne le paramètre bonjour. Donc l'instruction, là, avec cette instruction, je dis à l'ordinateur de m'afficher bonjour. Maintenant, ça c'est une fonction, la fonction main. Donc sa définition, dans sa définition, j'ai commencé par le mot int pour dire que c'est une fonction qui doit donner comme résultat final un nombre entier. Int c'est integer, c'est le diminutif de integer. En langage C, ça représente le type des entiers, int. Donc, puisque j'ai dit que cette fonction, avant de se terminer, doit donner un nombre entier, donc je mets cette instruction-là, return 0, pour que la fonction se termine en donnant comme résultat le nombre 0, un nombre entier. J'aurais pu choisir n'importe quel entier ici. Donc, quand vous allez faire des programmes, toujours, vous allez mettre la fonction int main comme ça. À l'intérieur, vous mettez les instructions qui composent le programme. Maintenant, avant de terminer le programme, vous mettez l'instruction return 0. Ça, c'est un exemple de programme. Donc, on va l'éditer avec CodeBlocks. Donc, pour démarrer CodeBlocks, moi, j'ai déjà installé CodeBlocks. Si vous l'installez, vous devez avoir un raccourci sur votre bureau, ou bien vous allez dans le menu démarrer pour chercher CodeBlocks. N'est-ce pas? Donc, j'ai CodeBlocks. Moi, j'ai le raccourci sur le bureau. Donc, CodeBlocks est là. Je double-clique pour lancer l'outil CodeBlocks. Au démarrage, donc, voici la page d'accueil de CodeBlocks. Donc, c'est un éditeur qui contient tous les outils permettant de faire un programme de bout en bout. Donc, ça, c'est la barre de menu. Il y a une barre d'outils qui contient des raccourcis vers des options de la barre de menu. Donc, les outils les plus fréquemment utilisés sont regroupés sur la barre d'outils. Donc, pour créer un nouveau programme, vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans le menu File. File, c'est fichier en français. Pour ouvrir un nouveau programme. Donc, vous faites File, New, Empty File. File, vous cliquez sur New et sur Empty File. Donc, ça vous crée un nouveau fichier qui est vierge avec un nom indéfini. Pour le moment, il n'a pas de nom. Donc, je peux fermer. Je n'enregistre pas. Je montre l'autre possibilité. Voyez l'icône là, New File. À gauche, en haut à gauche. New File. Vous cliquez dessus, vous prenez Empty File. Ou bien vous allez dans le menu File, New Empty File. Donc voici un fichier vide, un nouveau programme. Donc dans un premier temps, je vais l'enregistrer pour lui donner un nom. Pour l'enregistrer, sur la barre d'outils, vous avez le menu Save, le bouton Save. Voyez. Vous cliquez là-bas ou bien vous allez dans le menu File, Save File. Donc puisque le fichier n'avait pas de nom, Windows m'ouvre une fenêtre pour m'inviter à choisir le nom et l'emplacement où je vais l'enregistrer. N'est-ce pas? Vous tous vous suivez, hein? Oui. Donc ici, le fichier, je l'appelle, je lui donne un nom. Voyez, le nom par défaut, il est là, il est sélectionné. Dans ce cas, je peux écrire pour le remplacer. Donc le programme, je vais l'appeler Hello. Je mets Hello. Mais avant d'enregistrer,
je vais choisir l'emplacement où je vais le mettre. Si vous regardez ici, par défaut, il veut le mettre dans mon dossier document. Mais moi, je vous conseille de créer un dossier où vous allez mettre tous les exemples que qu'on va faire en cours. Donc, je vais créer un dossier quelque part. Donc, je vais l'appeler TP langage C. Vous l'appelez TP langage C. Maintenant, toujours, je vais mettre les programmes que je vais faire avec vous dans ce dossier. Donc, TP langage. Okay? Donc, si vous créez un dossier, vous le sélectionnez, faites ouvrir et vous enregistrez là-bas. Maintenant, vous voyez le nouveau fichier, le nouveau nom du fichier. Maintenant, vous pouvez taper le programme ici. Donc, vous tapez l'exemple qui est là. Vous le tapez dans le fichier hello.c. La première ligne, c'est yes include. Ensuite, int main. Les accolades. Donc, je fais printf. Bonjour. Return. Donc, voici le programme. Et j'ai donné un exemple dans le document. Donc, pour enregistrer, vous voyez le bouton Save qui est là. Ou bien dans File, Save. Et ça, si vous cliquez, ça enregistre. Parce qu'on avait déjà enregistré une première fois avec un nom. Maintenant, si vous faites Save, il enregistre seulement. Il ne vous demande plus un nouveau nom. Maintenant, si vous avez fini d'enregistrer, regardez. Si je viens dans le dossier où j'ai créé le programme, voici mon programme hello.c. Le type, il est là, c'est source file. Donc, quand je vais lancer la compilation, si elle réussit, donc j'aurai le programme exécutable qui sera créé. N'est-ce pas? Mais avant de compiler, je vais faire exprès de mettre une faute. Dans un programme en C, toute instruction doit se terminer par un point-virgule. Vous voyez le point-virgule qui est là, et celui-là. Si je ne mets pas le point-virgule, donc j'aurai une faute, une erreur lors de la compilation. Donc je fais exprès d'enlever le point-virgule. Maintenant, je vous ai parlé du compilateur qui va traduire le programme. Parce que le programme en langage C comme ça ne peut pas être exécuté. Pour que l'ordinateur l'exécute, il faut d'abord qu'il soit compilé. Pour la compilation, il y a le menu build qui est là. Vous voyez build ici en haut. Le menu build là, que je pointe comme ça là. Donc si vous cliquez dans ce menu, sur ce menu, vous aurez comme premier choix build. Build, ça veut dire compiler. Donc si je clique sur ce menu build, donc la compilation est lancée. Et dans le volet inférieur de ma fenêtre, j'ai les messages d'erreur qui sont affichés. Donc le compilateur me signale qu'il y a des erreurs. J'espère que tout le monde a ce volet-là qui est affiché. Si le faire apparaître, vous allez dans le menu View. View qui est là. View, ça veut dire affichage. Vous voyez View. Tout le monde voit le menu View. En haut. Oui. Donc si vous cliquez sur View, vous voyez, il y a le menu Logs. Logs, c'est pour afficher la fenêtre de log qui est en bas. Chez moi, cette option est cochée, c'est pourquoi ma fenêtre s'affiche. Si je clique si je décoche, vous voyez, la fenêtre disparaît, le volet disparaît. Donc pour le faire apparaître, je vais en View, Logs, vous voyez, il est coché, c'est pourquoi je vois cette fenêtre en bas,
qui m'affiche les messages du compilateur. Donc ici, le compilateur me signale une erreur. Si je clique sur l'erreur, vous voyez, la ligne concernée est marquée en rouge. Je lis le message d'erreur. Donc il faut savoir lire les messages, ça vous permet de trouver rapidement l'erreur et de la corriger. Donc ici, je lis error expected, point virgule, before return. Ça veut dire point virgule est attendu avant return. Before, ça veut dire avant. Donc regarde, return, avant return, il y a quoi? Bonjour. Ça veut dire qu'il y a point virgule qui manque ici. Donc regardez, si vous voyez dans le dossier où j'ai enregistré le programme, il n'y a que seulement le programme source. Il n'y a pas encore de programme exécutable. Ça veut dire que la compilation n'a pas encore marché. Donc le compilateur a rencontré une ou des erreurs. Il s'arrête, il me dit qu'il y a des erreurs. Je corrige. J'enregistre. Donc je vais encore lancer la compilation avec le menu build. Build. Mais build aussi, j'ai un raccourci qui est là. Voilà l'icône de build. Je peux cliquer là-bas pour lancer la compilation. Alors la compilation se déroule et à la fin, regardez, il me dit build finished. 0 erreur, 0 avertissement. Ça veut dire que la compilation a réussi. Si je vérifie ici, dans le dossier, j'ai de nouveaux programmes. Il n'y avait que ça. Maintenant, j'ai 2 nouveaux fichiers. Donc, le fichier hello qui est là. Les 2 nouveaux fichiers portent le même nom, mais ils ont des extensions différentes. Ça, c'est le fichier hello.exe, c'est l'exécutable. Donc, ça, c'est le programme exécutable qui a été créé par le compilateur. C'est ça. Maintenant, ce programme contient la même chose que le programme source hello.c. Mais seulement, c'est que c'est un langage machine. Donc, c'est un code binaire. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la compilation a réussi. Maintenant, pour lancer l'exécution, toujours dans code blocks, je peux aller dans le menu build. Il y a l'option run. Donc, si vous cliquez sur run, ça veut dire lance l'exécution, démarre l'exécution pour que l'ordinateur exécute. Donc, si je fais, donc dans le menu, je vais dans le menu build, je clique sur run. Vous voyez, j'ai le raccourci ici, sur la boîte d'outils. Regardez, run est là aussi. Vous voyez. Donc, si je fais donc build run, donc l'exécution, l'ordinateur lance l'exécution. Donc, et m'affiche bonjour, comme je le lui ai demandé avec l'instruction printf bonjour. Return 0 termine le programme. Vous voyez, le programme se termine. Mais l'écran n'est pas fermé par code block qui attend que j'appuie sur une touche. Mais l'exécution s'est terminée. Vous voyez. Donc, l'ordinateur exécute le programme pour afficher bonjour. Donc, si j'appuie sur le rouge, l'écran se ferme. Pour compiler, vous faites build. Donc, ça compile. Ensuite, build, run, pour lancer l'exécution. Donc, toujours, c'est comme ça qu'il faudra faire. Donc, voilà un premier programme. Hello.c. Donc, si pour faire mes codes blocks, cliquez sur la croix là. Vous allez dans File, Kit. Donc, code block se termine. Donc, la prochaine fois, si je ouvre le même programme, je démarre code blocks. Je démarre code blocks. Je fais File, Open. Donc, ici, il m'ouvre par défaut le programme, le dossier où j'étais. Je sélectionne le fichier source file. Le fichier c'est de type source file.
mon fichier hello.c. Je double-clique dessus ou bien je clique, je fais ouvrir. Ça m'ouvre le programme. Si je veux apporter des modifications, je peux le faire ici. Donc voilà un premier programme. Très simple. Maintenant, on va voir les éléments qui vont vous permettre de faire des programmes plus évolués. Donc il y a la notion de type qui est manipulée en programmation et en algorithmique, en informatique. C'est une notion importante, c'est une notion de base en programmation. Parce que le programme agit sur des données qui sont de types différents. Maintenant, il y a la notion de type qui caractérise les données, c'est-à-dire des données de même nature. Et le type détermine les opérations qu'on peut faire sur les données appartenant à ce type-là. Par exemple, si je prends les réels, il y a des opérations qu'on peut faire avec les réels, les nombres réels. Il y a des opérations qu'on peut faire avec les nombres entiers. Il y a des opérations qu'on peut faire avec les nombres complexes. N'est-ce pas? Donc, selon le type, il y a certaines opérations qu'on peut faire. Mais distinguons d'abord les types. En C, il y a les nombres entiers, il y a les entiers qui sont représentés par le type int. Mais il y a aussi variantes du type int. C'est le type short int et le type long int. Mais le type entier de base, c'est int. Int, ça veut dire le type entier en C. Parce qu'une information peut être de type entier, comme l'âge. L'âge, l'année de naissance. N'est-ce pas? Donc, il y a le type int, avec le mot clé int qu'on utilise. Maintenant, le type détermine les opérations qu'on peut faire, comme je l'ai dit, mais aussi la taille que la donnée va occuper dans la mémoire. Parce que je vous dis que les données occupent des espaces en mémoire. Maintenant, la taille de l'espace occupé par une information dépend de son type. Maintenant, l'espace mémoire est mesuré en octets. Donc, l'unité de mesure, c'est l'octet. L'espace mémoire, la mémoire, c'est comme le disque. Le disque dur, c'est en octets. Vous avez des octets. Mais on peut avoir des milliers d'octets. C'est pourquoi on parle de kilo-octets, mégaoctets, gigaoctets, téraoctets. Mais ce sont des octets, quoi, des multiples de l'octet. Mais l'unité de base, c'est l'octet. C'est comme si on prend les longueurs. Il y a le mètre, kilomètre, etc. Décimètre, centimètre. Mais tout ça, à la base, il y a le mètre. Maintenant, les données occupent l'espace en mémoire, la RAM. Quand le programme se ferme, les données sont enregistrées dans le disque dur. Mais de toute façon, tout ce qui est dans la RAM est effacé. Maintenant, l'espace occupé là, c'est l'espace occupé par la donnée dans la RAM. Maintenant, les données sont codées en binaire, en base 2, sur ce qu'on appelle des bits. Un octet, c'est composé de 8 bits. Un bit, c'est une position binaire qui va avoir valeur 0 et 1. Parce qu'en base 10, vous avez les nombres, les chiffres de 0 jusqu'à 9. Le nombre, vous le codez avec ces chiffres-là. Si je prends 1900, donc j'ai utilisé les chiffres entre 0 et 9. Mais en base 2, tous les nombres, je les code avec des 0 et des 1. Nous, on a l'habitude de manipuler la base 10. Les chiffres qu'on manipule, nous, dans la vie courante, sont en base 10. Mais en informatique, en électronique, on utilise la base 2. L'information est codée dans les systèmes électroniques en base 2. Dans la mémoire, les données sont en base 2. Si je mets l'entier 24, mais dans le disque, dans la mémoire, j'aurai l'équivalent de 24 en base 2. Par exemple, 0, l'entier 0, en base 2, c'est 0. Entier 1 en base 10, en base 2, c'est ça.
ça. N'est-ce pas? Maintenant, je peux avoir... Je peux mettre... Maintenant, si l'entier peut être sur un octet, si c'est un octet, j'ai 8 positions, mais si c'est 0, j'aurai 8 0. Si c'est un octet. 2, 4, 6, 7. Donc ça, c'est 0. Si j'utilise un octet, si ça a 8 positions, ça c'est 1, l'entier 1. En bas, 2, c'est ça. Maintenant, 2, ça va être ça. Ça, c'est l'entier 2. Maintenant, il y a une règle qu'on peut utiliser pour convertir un nombre en base 10, en base 2. À chaque fois, je divise par 2, par 2, par 2. Ensuite, je prends les restes, le dernier reste, etc. jusqu'à avant. N'est-ce pas? Par exemple, si vous avez 24, pour convertir en base 10, vous divisez par 2 d'abord. Divisé par 2, ça fait 12. Reste 0. 0. Ensuite, vous prenez 12. Divisé par 2. Divisé par 2. 6. Égale 6. 6. Reste 0. Reste 0. 6 divisé par 2 égale 3. Reste 0. 3 divisé par 2 égale 1. Reste 1. N'est-ce pas? 1 divisé par 2 égale 0. Reste. Quand vous trouvez 0, vous arrêtez. Reste combien? 1.